Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout Trail. Aujourd'hui, on a des enjeux de décalage horaire, on gère des affaires, mais on y est arrivé. Je suis vraiment contente parce que je suis très enthousiaste du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Olivier Crouvisier, auteur du livre Ultra Simple. Olivier, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Merci Marie-Ève. Je suis content aussi d'être là. On a enfin réussi à combattre ce décalage horaire avec les changements d'heures successifs. C'est nickel. Oh, il sera arrivé! Olivier, t'es un coureur de trail. Je pense que t'aimes ça, les bonnes aventures puis les bonnes folies. J'ai commencé à suivre ton compte d'Instagram depuis Ouais. quelques semaines, puis j'étais allée fouiner un petit peu, puis clairement, t'es un gars de folie, de toi aussi. Parle-nous donc de toi un peu, qu'on apprenne à connaître le gars avant de parler du contenu de ton livre comme tel. Oui, je pense que tu as raison, c'est vrai. Il y a peu de gens qui me le disent, mais j'aime bien les aventures et j'aime bien le petit brin de folie. Alors, je fais pas partie des plus grands aventuriers ou des plus fous, hein, mais je me fais toujours des petites aventures, des grandes aventures, ça dépend, à droite à gauche, des fois en local, et donc toujours autour de la maison en fait. Et je cours maintenant depuis combien de temps? Ça fait une bonne dizaine d'années. Je crois que j'ai commencé à courir dans les années 2010, justement. Je devais avoir la vingtaine parce que j'ai 38 ans maintenant. Non, 39 ans, pardon. À chaque fois, j'oublie une année qui passe. C'est comme les changements d'heure, ça, hein? Exactement, on oublie. Il y a même une époque, j'étais bloqué à 35 ans. Je sais pas pourquoi. J'avais 38 ans, je disais non, 35 ans. Et je vis en France, à Lyon. Donc, on va dire au milieu de la France, près des Alpes, pour ceux qui connaissent. Ce qui fait que, par exemple, Chamonix, c'est à 2 heures de route de chez moi. OK. Quand on parle de l'UTMB, par exemple, parce que c'est le plus connu, je pense. Je sais pas, je connais pas trop la communauté en fait du coup québécoise, canadienne. Est-ce que vous connaissez beaucoup en fait du trail en France ou pas? Mais je pense que l'UTMB ça parle. Je pense qu'on connaît ça. Ouais, voilà. Ouais, Et, ouais, ouais. et ce qui fait que j'ai les montagnes qui sont rapidement accessibles, mais j'ai aussi du petit relief autour de chez moi qui me permet d'aller courir et de faire du sport en extérieur. Donc c'est très très chouette. Puis, qu'est-ce que tu cours comme genre de distance, comme genre d'événement? Ouais. Alors, je suis capable de courir des toutes petites courses très lentement quand je suis avec des amis ou avec mon beau-père qui a 73 ans ou avec ma femme quand on fait des choses ensemble. Comme je suis capable de courir des très grandes courses, je suis allé jusqu'à 230 km, où c'était une course où c'était une ligne droite où on remontait en fait une partie du Massif central en France avec un peu de dénivelé. Et c'est le genre de course où par contre il y a que des bases vies tous les 40 et 50 kilomètres, donc avec pas mal d'autonomie sur le dos. OK. Ouais. Ou Une avec des belle copains, aventure, là. exactement, avec des copains aussi, partir 3 4 jours comme ça et faire 50 bornes par jour pour traverser en fait des parcs. J'aime bien ce genre de choses. OK, OK. Fait Ouais. qu'on a une pratique du sport qui se ressemble quand même, là, tu sais, en mode plaisir à aventure. Ton livre, comment est-ce que c'est arrivé à toi? Comment est-ce que tu as pensé à ça? Euh, Moi, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit un petit peu par-ci par-là, et surtout quand ma tête, elle va soit très bien, comme en voyage, en aventure, ou soit très mal. Ce qui fait que donc, mon quotidien, j'écris pas forcément. J'ai pas OK. de carnet intime, j'ai pas de carnet de route, voilà. Mais dès que je partais en voyage, j'écrivais, notamment avec ma compagne, parce qu'on a beaucoup voyagé jusque bah, les années Covid, jusqu'à 2020 à peu près. Et dont même à un moment, on est parti 6 mois en fait faire un tour de l'Océanie, autour de l'île de la Réunion avec l'Afrique du OK. Sud, l'Inde, ainsi de suite. Et ce qui fait que j'écrivais beaucoup. Et j'ai beaucoup écrit aussi en fait suite au Marathon des Sables auquel j'ai participé en 2021, où j'ai enchaîné l'UTMB et le Marathon des Sables, parce que cette année-là, le Marathon des Sables était en octobre et pas en fait en avril, donc j'ai fait effectivement fin août ma UTMB et juste après le Marathon des Sables. Et ça s'est pas passé comme prévu, et ça crée une belle Non. aventure. C'est ça. Eh ben, Et ça a été le gros bordel dans ma tête, et donc du coup, j'arrivais pas à dormir, et la solution que j'ai trouvée, c'était d'écrire pour OK. mettre sur papier, ouais, tout ce qui tournait dans ma tête, ça allait pas. Et je connaissais un éditeur qui, quand il a vu que j'écrivais et que ça allait pas bien, il s'est dit: «Ah, il y a peut-être de la substance pour un livre», et il m'a dit, j'ai juste reçu un petit texto un jour, «Salut Olivier, ça te dirait d'écrire un livre?» Je dis: «Bah ouais, mais je ne sais pas comment on fait». Voilà, c'est parti comme ça.
Puis est-ce que c'était est-ce que c'était déjà sur ce sujet-là que tu avais commencé à écrire ou tu faisais juste écrire ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là? Oui, je faisais juste d'écrire. Je faisais juste écrire, j'écrivais beaucoup en fait sur, hem, comme je suis passionné de nature et d'extérieur et je suis paysagiste, c'est mon métier. Ouais. Donc je fais des jardins et j'entretiens des jardins et donc tous mes petits récits d'aventure, de courses, il y a beaucoup de place en fait pour la nature, pour les plantes, pour ce que j'observe. Quand je cours aussi, j'adore observer en fait du coup la nature, les arbres, les plantes avec beaucoup d'analyse aussi et mes carnets contenaient énormément de ces choses-là. Mais c'est pas ça qui l'a intéressé. Ce qui l'a intéressé, c'était plutôt en fait, l'émotion et c'était plutôt toute ma pratique éco-responsable en fait vers le trail, autour du trail, enfin autour du sport outdoor. Ouais. Voilà et donc l'idée, il m'a dit: «C'est pas de parler en fait que de ce qui t'a, énormément dérangé au marathon des sables et toute la prépa avant, mais en fait de parler de mon engagement en fait envers le sport, envers la nature et comment on concilie les 2. Fait que dans le fond, toi, c'est pas l'écriture du livre comme tel qui t'a mobilisé dans tes choix Mmh. éco-responsables. C'est vraiment comme des valeurs que tu as de fonctionnement, mon Dieu, il est tôt, foncièrement en, en toi qui fait que tu as eu le goût d'écrire sur ce sujet-là. Là. Oui, oui, c'est ça. C'est fondamentalement, en fait, du coup, ancré en moi maintenant. Je fonctionne comme ça. Dans ma vie de tous les jours aussi, je fonctionne, de manière très éco-responsable et c'est pas difficile parce que c'est ma manière de fonctionner et Mhm. le but, en fait, c'est de réussir à allier plaisir et dépassement, mais avec une responsabilité, en fait et c'est toujours sans casser le plaisir. Comment vivre le trail, du coup, intensément, comme je le fais depuis des années et sans être incohérent, tout en respectant, l'environnement et les espaces qui nous entourent. Tu as parlé de ton expérience au Marathon des Sables, que c'est un peu ça qui a déclenché cette envie d'écrire sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est passé au Marathon des Sables cette année-là, au-delà du fait que c'était difficile parce que tu as enchaîné deux gros événements? Ouais. Dans la communauté, vous, québécoise, vous connaissez le Marathon des Sables un peu? Ou Ouais, ouais? oui. OK. Hem, ça s'est pas passé comme prévu déjà parce que je pense qu'avant de partir, ben, dans ma tête, il y avait une petite voix qui me disait que c'était pas OK, en fait. Hem, Juste de participer à ouais, l'événement? oui, oui, oui et ça, c'était plutôt sur un rapport émotionnel, notamment, vu la situation, nous, qu'on a un peu immigratoire, en fait, en France. Où, à l'époque, j'avais dans ma société un garçon que j'aidais beaucoup, qui s'appelait Caramo et qui était ivoirien et qui avait traversé la Méditerranée, sur un Zodiac, sans papier, qui était arrivé en Italie, qui était arrivé en France, reparti en Italie, arrivé en France et quand il était arrivé en France, on a dû se débrouiller pour, enfin moi je l'ai rencontré dans la rue et il est devenu mon apprenti. Maintenant il est en France, il travaille et tout va bien. Mais on s'est un peu battu pour ça aussi, parce que c'est une personne incroyable. Et puis dans ma tête, il y a une petite voix qui me disait: «Ah ouais, et toi, tu vas retraverser la Méditerranée juste pour aller courir?» Et même dans un désert que lui, il a galéré à traverser. Je me suis dit: «OK, il y a quelque chose humainement déjà qui était un peu fragile en moi, ça allait pas trop» et en fait, pour la faire, peut-être courte ou si tu veux, on pourra approfondir, mais ce marathon des sables, c'était la première fois, si je me trompe pas, qu'il était en octobre et donc au lieu d'avoir des températures plutôt clémentes, on va dire autour de 40-45 degrés, hem, Clément, quoi. voilà, c'est ça. Et ben, la veille de la course, il faisait 40, donc ça va, tout le monde est habitué. Et premier jour de course, il a fait 58. Et le deuxième jour, 58, 60. Et en fait, ça n'arrêtait pas de monter. Degrés Et Celsius, là, excuse, je veux juste qu'on oui, s'entende, pardon, là. c'est Sur ça. quelle unité de mesure on utilisait, là? Degrés. En Fahrenheit, je sais pas ce que ça Ah, fait, ouais. mais degrés. Je sais pas, mais 60 degrés Celsius, aïe aïe, hein? Bah, ça fait une grosse canicule, en fait. Enfin, même plus qu'une Je canicule. je sais C'est pas. Je sais pas. C'est une température de four. ouais, ouais, nous, 60, c'est quand le sauna, c'est la température basse du sauna, tu vois, où tu rentres et tu es à l'aise une demi-heure, on va dire. Eh, misère. OK, OK, Ouais, ouais. OK. Et du coup, il y a eu des arrêts cardiaques un jour parce qu'il faisait beaucoup trop chaud à cause d'hyperthermie. Il y a eu un décès sur la course d'un mec qui avait à peu près mon âge, père de 2-3 enfants et déjà ça m'a bien fragilisé, ça m'a bien atteint et en fait, moi un jour, je crois attends, que je dise plus de bêtises, c'était en 2021.
2, 3, le quatrième jour, et ben, j'ai un rein qui a explosé. Et ce qui fait que je me suis mis à pisser du sang. Et dans ma tête, comme j'étais papa depuis que 5 mois, bah, dans ma tête, ça a court-circuité. Et je me suis dit, ok, il faut que j'arrête en fait. Faut pas que j'aille plus loin parce que maintenant je suis responsable de quelqu'un, je peux pas m'abîmer. Je- Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était c'était un Voilà. bon choix de vie, mais là, attends, là, tu l'as explosé, pas, là, c'est figuré tout ça, là. Bah, j'ai vraiment, enfin moi j'ai rien senti à l'intérieur, mais Mais mettons euh, ton rein aujourd'hui, là. il va bien, il va bien. Ok, ok, parfait, ok, Ouais. ok, Ah, ok. et on a fait un peu des analyses histoire de voir et tout va bien. Mais ça Et commençait vraiment à mal aller, là. voilà, c'est ça. C'est un gros signal, quoi. Rappelle-nous juste c'est quoi le format du marathon des sables dans cette version-là, parce que ça se fait dans plein d'autres versions aussi, Oui, là. Mais c'est combien de jours? C'est quelle distance? c'est ce qu'ils appellent maintenant le marathon des sables Legendary. Ouais, Donc c'est le tout premier, parce que là, comme tu dis, maintenant en fait ils ont développé, il y a plein d'endroits différents. Donc celui-ci c'est dans le Sahara, donc au Maroc, et c'est 250 km sur 5 jours. Et donc en fait, tu as une grosse étape au milieu qui fait 90 km, et autour c'est des petites étapes, entre ok, guillemets, entre 30 et 50. ok, parfait. Voilà. Entre 50 et 60 degrés. Et voilà, et c'est ça. Normalement non, mais là oui. Et tu portes toute ta nourriture, et ton sac de couchage, et ton change, tout ça. Ils te donnent juste l'eau et une tente berbère en fait le soir qui te protège juste bah, de pas grand-chose. Fait que dans le fond, c'est ça, le campement suit Oui, les étapes au final. Fait que quand tu arrives à oui, l'arrivée, tu sais où est-ce que tu vas t'orienter ou où est-ce que tu t'installes, mais tu traînes essentiellement toutes tes choses sur toi. c'est ça. Et je pense que tu connais, enfin je pense qu'on connaît tout ça quand on commence à avoir des enfants, c'est que du coup après aussi, je pense que psychologiquement, bah, avec la fatigue ou avec les nuits courtes, on est un peu plus affaibli aussi. Ouais, voilà, on va en parler aujourd'hui. Et donc du coup tout ce combo, la prépa, le nouveau-né, parce que c'est mon premier enfant, j'en ai deux maintenant. Hey, mais là, Euh, attends, là, Pardon. Ouais. attends. On revient. On Oui, revient. On revient. En octobre, ton enfant a 5 mois. oui, En août, ton enfant a 3 mois. oui, c'est ça. Ton enfant naît 3 mois précédemment, tout ça. Puis toi, tu dis, hey, ça, ce combo-là, il était écœurant, je fais ça. Non, c'était pas prévu. Parce que tu sais, c'était 2021, donc en fait, c'était Covid. Ah, la course n'était pas prévue d'être là. Ça a été Ben non. déplacé d'avril à octobre. Tu Et devais faire c'était ça avant d'avoir ton bébé. et oui, et même avant que ma femme soit enceinte, Ah! en fait, avec tous les reports successifs. Ah! Et Là, je l'UTMB, comprends. pareil. L'UTMB, je devais le faire avant que ma femme soit enceinte. Enfin, vous n'avez pas planifié ça comme ça, mais Non, j'aurais non, dû non, faire un mais, mais, UTMB sans avoir un enfant. mais t'avais pas d'enfant dans le. Ok, je comprends maintenant. Je, Ouais, voilà. je comprends mieux. Donc, no Merci. choice. Merci. Merci. Mais là, finalement, si on revient à l'histoire de ton rein, là, c'est à la dernière journée au final là, qu'il a décidé de dire là, moi, j'en ai assez. Là. Non, c'était en fait pendant la troisième étape, troisième jour, OK, OK, c'est OK, ça. OK. Et le quatrième jour, c'était donc du coup la plus longue, la 90 km. Et c'est là où OK, j'ai arrêté en fait au premier tiers, où je me suis arrêté. OK. Puis comment tu t'es senti par rapport à ça? À l'arrêt, Ouais. et ben, bizarrement, je l'ai très bien accepté. En fait, je crois que j'avais entamé un processus, un process en moi, qui me disait que moi, mes expériences et mes aventures, je les vivais, et que la ligne d'arrivée, la passée, c'était un détail en fait, et que c'était pas ça que j'étais en train de rechercher. Je comprends. Je pense que je cherchais autre chose en fait en faisant ce genre d'aventure. Et je suis un peu un compétiteur opportuniste, et ce qui fait que abandonner parce que ça va pas, ça me dérange pas du tout. Donc ça a été complètement ok en fait de m'arrêter en plein milieu. Et surtout que bah, je pense que tu connais ça, tu fais du sport tous les jours. Là, j'ai vu aussi avec le défi, je crois, des 30 ou 50 jours. 50. 50, waouh, chaud. Et on récupère vite physiquement, on récupère vite aussi des petits pépins, des choses comme ça. Bon, là, le rein, c'était pas un petit pépin, mais dans ma tête, j'aurais pu, en fait, je pense, continuer et aller jusqu'au bout. Mais sauf que là, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, bah, en fait, tu as déjà vécu ton aventure, t'as allé chercher t'as trouvé ce que tu allé chercher, t'as fait ce que tu voulais, bah, t'as pas besoin d'aller plus loin, en fait. Ça va aller. Et je me suis arrêté.
Puis tu l'as écouté, cette petite voix-là, ça, je trouve ça quand même exceptionnel parce qu'il y a beaucoup, en fait, je pense que la Ouais. majorité écoute pas ça. Oui, alors je l'ai écouté, mais après, j'ai quand même passé plusieurs semaines qui étaient quand même un peu compliquées, je pense pour démêler tout ce bazar et Mhm. justement à très peu dormir, parce que ma tête était trop pleine. Ouais. C'était pas à cause de mon bébé, pas que à cause de lui. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que probablement qu'il te laissait pas dormir lui non plus. Non, alors dis-toi que quand j'étais au Marathon des Sables, il a pas voulu dormir. Sa mère, elle en a chié. Elle en a chié et le jour où je suis rentré, tranquille, il s'est remis à dormir. Non. Non, 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 non. Fait que depuis ce temps-là, ta blonde ne te laisse plus jamais quitter la maison. Ouais, c'est ça, tu restes. Bouge plus d'ici. Ça, c'est quand même drôle. Mais là, avec tout ça, là, moi, je Oui. pensais que t'allais me dire que t'avais observé des choses dans le campement, des affaires sur le parcours, qu'il y avait comme des catastrophes en cours, mais clairement, c'est pas nécessairement ça, là. Ah si, il y en a après. Je le Ah, raconte dans OK. le livre, ce qui fait que quand il y a 2 chapitres dans le livre, en fait, qui sont assez intéressants, où je parle vraiment de ce récit de course. OK. J'ai plein de petites choses aussi qui m'ont fait, qui m'ont abîmé dans ma tête, au fur et à mesure et dès le premier jour, en fait, sur la solidarité, sur les populations que tu croises à droite à gauche, enfin sur, plein de choses et comme, en fait, il faisait 60°, moi ça allait pas, mais il y a des gens que ça allait encore moins bien, comme, en fait, du coup, Pierre qui est décédé ou en fait, il y avait, les tentes même les tentes de soins, ça ressemblait à des hôpitaux de guerre, quoi. C'était un peu n'importe quoi et donc jour après jour, bah, en fait, ça affaiblit du coup la volonté et l'esprit parce que j'étais pas que dans ma propre bulle. Je regardais un petit peu tout ce qui se passait autour et il y en a qui sont et d'ailleurs, j'étais avec un très bon copain, un ami d'aventure avec qui j'avais déjà fait des grosses aventures de 1 semaine. Lui, il a pas du tout vécu le même marathon des sables, hein. Et pour lui, ça s'est très bien passé. Il allait jusqu'au bout et il était tellement dans sa bulle, il a pas vu tout ce que j'ai vu. En même temps, lui, il y venait parce qu'il faisait un hommage à son père qui était décédé et qui avait fait le marathon des sables, 30 ans avant. Donc du coup, Je comprends. C'était pas tout à fait le même contexte. non, c'est pas le même mindset, ouais. Je comprends. Fait que Voilà. là, suite à ça, tu reviens, puis là, tu te dis, j'ai envie de mettre ça par écrit. Puis probablement un peu avec une idée de se dire, est-ce qu'il y a un potentiel de changer les choses pa- Oui, pa- par rapport à ça? ouais. Fait que comment J'ai est-ce que c'est né ce livre-là? Comment est-ce que t'as dit, OK, ben moi, j'écris là-dessus? et ben, en fait, le marathon des sables, j'ai appelé mon marathon des sables zéro déchet. C'était plutôt zéro, gâchis, parce que du coup, je suis quand même allé là-bas et l'idée, c'était de faire un marathon des sables en ayant le moins d'impact possible, donc du coup sur l'environnement. Au début, je voulais aller en fait en train, en bateau, jusqu'au départ, mais comme j'ai eu ce nouveau-né, mon petit garçon qui est arrivé, C'était je moins pouvais possible. je pouvais plus partir un mois quoi, mais qu'une semaine. Donc j'ai pris l'avion pour y aller, mais par contre toute ma nourriture, elle était maison. J'avais, aucune nourriture, tu sais, lyophilisée. Mhm. Tout mon textile aussi était fait en fait à base de soit plastique recyclé, soit de l'huile de ricin, donc une plante polymérisée pour faire des t-shirts, ou des shorts textiles. Enfin voilà, j'étais allé jusqu'au bout, même la cosmétique, c'était des produits naturels, ma marque de lunettes, c'est une marque française, enfin j'étais allé vraiment au bout des choses et j'avais beaucoup documenté dessus, heu, sur, ce côté éco-responsable et c'est là où en fait du coup l'éditeur, il s'est dit qu'on allait pouvoir en fait du coup écrire un livre sur, comment pratiquer un sport de manière ultra endurant en plus, donc vélo, course à pied, tout en étant éco-responsable. Et donc, l'idée, c'était, de parler de ce malaise un peu silencieux du trailer, cette incohérence vécue entre amour de la nature, mais de la consommation. Comment on fait, en fait, pour être plus, minimaliste dans une société où c'est de plus en plus industriel, le trail? Où, en fait, du coup, est-ce qu'on court vraiment encore pour courir? Qu'il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de marques, on a beaucoup de produits, il y a beaucoup de courses, faut toujours acheter plus. Enfin, c'était, en fait, du coup, mettre sur papier toutes ces réflexions que j'avais. Puis t'es quand même. Ben, en fait, quoi que chez vous, la pratique du trail, c'est quand même plus. C'est plus avancé qu'ici, dans le sens où le sport est plus jeune ici que chez vous. Mais tu sais, moi, ce que j'observe dans les, tu sais, dans les 5 6 dernières années, ben beaucoup avec justement les Oui, années COVID, ça, ce changement de mentalité-là.
de justement, tu sais, ça prend telle affaire, t'as besoin de telle affaire, faut que t'aies ça, t'as besoin de faire ça. Ouais, Je trouve qu'on perd un peu l'essence de qu'est-ce que c'était oui. il y a Mais, 15 ans, justement. pour chez vous, la course à pied et le trail, ça n'a pas commencé en même temps que les États-Unis? Ça a commencé après, tu trouves? Après, même après nous, en fait? Ouais, Enfin, entre ouais, guillemets, ouais, hein, ouais. bien sûr, sur Ouais, ben, tu l'émergence, sais, quoi. c'est drôle parce que la semaine passée, j'ai enregistré avec un organisateur de course qui est dans le jeu depuis presque le début des organisations d'événements, puis ça fait une quinzaine d'années. Mmh. Fait que, tu sais, pas tant que ça. D'accord, ah oui, oui. Je veux Parce dire, que les gens couraient, mais pas nécessairement de façon ouais, organisée comme c'est le cas ouais, aujourd'hui, là. ouais, ouais, parce que c'est vrai que nous, quand on regarde de notre côté, quand on vous regarde vous sur le continent américain, moi, on voit les grandes courses, du coup, effectivement, américaines. Et je crois que j'avais lu des études sociologiques qui disaient que la grosse émergence de la course à pied, c'était dans les années 90 aux États-Unis, quand en fait socialement ça allait pas trop et que c'était un peu une expression pour pouvoir en fait du coup se retrouver bah, avec son corps, avec des valeurs simples. Et je pensais que le Canada en fait aussi. C'est vrai que vous avez en plus des épreuves qui datent comme l'ultra À Ari- l'Ultra Trail Arcana, écoute, je pense qu'on est à l'édition 13 ou 14 oui, cette année. oui, c'est ça, oui, Fait oui, que, tu oui. sais, ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh ben, nous, effectivement, ça a commencé quand moi déjà j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Attends, on est en 2025, donc il y a 13 ans à faire du trail. Heu Ça faisait déjà effectivement en fait 10 ans que ça existait, hein, que ça existait bien. Et déjà à l'époque on trouvait qu'on n'était pas de la première génération et sauf que maintenant quand je vois comment ça évolue, on est vraiment plus du tout de la première génération, ouais. Ouais, ouais. Et comme tu dis, moi je pensais qu'après les années covid, il y allait avoir vraiment un retour en fait au fondamental avec un respect de l'écologie, concret, avec de la cohérence, des gestes simples, ainsi de suite. Mais en fait non, là les petits jeunes qui courent, ah bah, ils sont à l'antipode de ça, je trouve. Enfin, pour ceux en tout cas qui sont mainstream sur les réseaux sociaux, hein, peut-être qu'il y en a que je vois pas. Effectivement, c'est ceux-là qu'on voit. Ouais, c'est ça, c'est ceux-là Mais qu'on voit. je suis convaincue qu'il y en a encore qui pratiquent le trail dans une visée de justement Oui, 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 de la nature, le recueillement par rapport à tout ça, puis la pratique du sport, juste ouais. la pratique du sport, là, Mais ce qui fait que du coup, sans avoir à le flasher. Là. on pourrait se dire, c'est quoi être trailer aujourd'hui? Parce qu'il y a Oui. plein en fait de trailers différents, plein de mouvances Oui! différentes, plein de modes. Mhm. Ouais. Fait que ça, c'est-tu toutes des choses que tu abordes dans ton livre? Parce que malheureusement, j'ai pas eu la chance de le lire avant de faire l'entrevue, mais moi, ça, c'est le genre de sujet qui me donne le goût de le lire. Vraiment beaucoup, parce que Oui, c'est un questionnement que j'ai beaucoup depuis les oui, dernières années sur l'évolution de ça. Puis comment est-ce qu'on peut s'assurer de garder les valeurs fondamentales du trail, tu sais? oui, 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 c'est pas évident, hein. Non? C'est Non? ouais. C'est pas évident du tout. Et le livre, si, je sais pas si tu as eu l'opportunité, mais normalement, il se trouve en fait, en tout cas en France, et je crois que j'ai vu il y a quelques mois un site internet canadien qui le proposait. Donc normalement, il se trouve dans toutes les librairies, francophones. Donc j'ai vu des pays en Afrique aussi où il y a des librairies qui le proposaient. Donc je pense qu'au Canada, il peut se trouver ou voir se commander. Le titre, c'est ultra simple. Enfin, ça fait une phrase, mais ultra simple. Ouais. Ouais, ouais. Puis parle un peu Oui. tu sais, là, on a parlé, tu sais, plus de culture, valeur du trail, mais réellement, c'est quoi les impacts écologiques de la pratique du trail? Eh ben, beaucoup. Ouais, il y a énormément effectivement d'impact et ça dépend comment on le vit et comment en fait on le consomme. Mhm. Et c'est vrai que derrière cette question, je trouve que ça traduit qu'on court dans la nature, mais on sait plus comment en prendre soin, souvent. Et si on du coup, on inverse cette réflexion et qu'on se dit: «Bah, maintenant en fait, je veux prendre soin de la nature», moi je trouve toujours que et là, c'est très transversal, c'est pas finalement que dans le sport, c'est même dans les jardins quand j'en parle à mes clients dans mon métier, je leur dis: «Si on veut prendre soin de la nature, en fait, c'est-à-dire qu'on prend soin de soi aussi». Et prendre soin de soi, ça peut que en fait rayonner sur, sa pratique et sur les autres.
Donc si je veux prendre soin de moi, et ça a été un petit peu ma démarche au début, qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je vais commencer? Ah, tiens, la nourriture. Tiens, je vais changer ma manière de m'alimenter. Euh, Moi, c'est venu parce que du coup, hein, je me suis très vite rendu compte que je supportais plus le sucre blanc, le sucre industriel, en fait, quand je fais du sport. Donc j'ai changé en fait ma manière de consommer, ce qui fait que si on veut pouvoir en fait faire une pratique éco-responsable de son sport, d'une manière générale, je pense que déjà on peut se dire qu'il faut arrêter la nourriture industrielle. On peut arrêter en fait du coup les gels, on peut arrêter tous les biscuits, toutes les boissons en fait du coup énergisantes, sauf si on a des nutritionnistes qui nous disent que vous en avez besoin. Mais typiquement, moi, je peux faire des épreuves en fait de 10, 20 heures, 30 heures ou sur la semaine sans avoir en fait de compléments alimentaires, sans avoir de boissons énergisantes quelconques avec les poudres qu'on dilue et avec que ma nourriture maison. Fait que comment est-ce que tu vas remplacer, mettons, tu sais, de justement, tu sais, une boisson sportive qui va avoir une bonne teneur en glucides, tu vas remplacer ça par quoi? Ben, je prends Ah ouais, juste de hein? l'eau, Ah ouais. ouais? Et je pense que mon alimentation, en fait, quand je fais mes petits gâteaux sportifs, mes petites barres céréalières, mes barres de sport, ainsi de suite, elles sont toutes, en fait, du coup, bien équilibrées et m'apportent suffisamment de choses. Je comprends, je comprends. Puis t'es capable de bien les digérer parce que c'est quand même un enjeu de plusieurs, là, Oui. d'être capable de digérer du solide à l'effort, là. Oui, oui, et je m'éloigne, en fait. Alors, je sais pas si effectivement au Québec, Canada, ça se passe en ce moment. Nous, en France, là, depuis l'UTMB l'année dernière, je l'ai vu là, les gars et les femmes, ils tournent avec un taux de sucre dans le sang, enfin, il y a une assimilation de dingue. Je me dis, mais comment ils peuvent faire? C'est pas possible. Je sais pas. Ouais, et c'est comme un peu nous, le Tour de France en vélo. Ils bouffent du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, en fait, pour aller à fond les ballons. Et moi, en fait, je fais pas du tout ça. Je suis vraiment à l'antipode OK. de manger trop de sucre. OK. Fait qu'on n'est pas dans du 100 grammes de glucides à l'heure Ah non, exactement. de barres de céréales, puis de pâtes de fruits, puis de boules d'énergie, là. Ah ouais, non, 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 ouais, je peux pas. Je comprends. Et pourtant, ça m'arrive en fait de savoir courir vite et de savoir en fait des fois faire des beaux classements, hein. C'est pas, ça dépend en fait du coup effectivement des perspectives et ça dépend aussi des courses en elles-mêmes. Mais voilà, le premier pan, c'est effectivement, donc je pense que la nourriture et la nourriture, en fait, sa nutrition qu'on a au quotidien peut être très bien transposée en fait sur la nourriture quand on fait du sport. Et notre corps, en fait, il sait il est habitué à cette nourriture. Et je me suis dit, je vois pas pourquoi, en fait, le jour où je vais faire une grosse épreuve, je vais prendre en fait du coup exceptionnellement de la nourriture dont mon corps ne connaît pas et n'en a pas besoin. Et donc de manière générale, tous les jours, en fait, j'ai quasiment peu, parce que je vais pas dire plus, mais de produits industriels que je consomme. Fait que tu cuisines beaucoup, finalement, là. Oui, et de manière assez simple aussi. Je cuisine beaucoup, mais de manière assez simple. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est quand même énergivore en frais de temps, là, tu sais, de cuisiner, tu sais, toutes ces collations, toutes ces barres, tous les trucs qu'on va traîner à l'entraînement et en course. Fait que, tu sais, ça demande un certain niveau d'organisation, là. Ouais, un petit peu, mais tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? La semaine dernière, je me suis fait une recette, c'était un sorte de pancake. C'était de la patate douce, donc cuite, sweet potatoes, je pense que tu connais, hein, Oh oui. avec Les de patates l'œuf. douces, on connaît ça aussi. Ouais, patate douce avec de l'œuf, avec de la farine. J'avais de la crème d'amande, enfin de la pâte d'amande, tu sais. Non, pas d'amande, enfin, comme, comme le beurre de cacahuète, mais beurre Mhm. d'amande en fait, du coup. Ouais. Beurre de cacahuète notamment. Puis après, bon, j'avais mis un peu de gingembre, un peu de sel, tout ça. J'en Ici, ai on fait rajouterait du sirop d'érable là-dedans. voilà. C'est vrai que j'ai mis du miel, tu raison. Donc sirop d'érable, ça aurait été très bien. J'essaierai, tiens. Voilà, et j'ai mixé ça, j'ai mis de la levure, hop là, j'ai mis à la poêle. Ça m'a fait en fait des pancakes sportifs. Et la semaine dernière, ouais, bah, je suis allé me faire une sortie de ski de rando de 6 heures. Et au moins, j'avais mes pancakes sportifs en fait, et qui m'ont très bien Ouais, fait puis tu tenir en fait du partages coup même beaucoup d'énergie. tes recettes, hein, sur ta page d'Instagram. Je l'ai vue, cette recette-là, moi. Exactement, j'ai mis les Ouais, hein? ingrédients. Ouais, Ouais. j'ai demandé aux gens si ça les intéressait que sur le site internet bah, ultrasimple.fr, je mette les recettes. Et donc, bah, tout le monde a dit oui, donc je pense que je le ferai. Et dans le livre, il y a 5-6 recettes à la fin aussi. Ben, parce que ça représente quand même un enjeu. Tu sais, c'est une affaire de dire on va cuisiner des choses, mais après, est-ce que ça répond réellement à nos besoins sportifs? Fait que, tu sais, Oui, je pense que d'avoir accès à ce genre de contenu-là, c'est vraiment une bonne stratégie, là.
Bah, tu vois, justement, pour le marathon des sables, en fait, j'ai dû faire ma nourriture et j'ai dû calculer tous les apports énergétiques que ça engendrait. Parce OK. qu'en fait, ils te disent, bah, vous devez avoir dans votre réserve de nourriture tant de calories par jour pour pouvoir, en fait, qu'on valide votre sac. Hein? Fait qu'il fallait que tu le calcules. Et donc, j'étais obligé de calculer, ouais. Et donc, effectivement, ouais, je l'ai fait. Et puis après, voilà, je me suis dit, en fait, il faut que moi, en fait, j'essaie de courir pour courir et il faut que ma pratique, elle soit la plus simple possible et donc quand je fais ma nutrition, bah, je vois, en fait, que ça marche, je vois que ça m'apporte l'énergie dont j'ai besoin, donc c'est bon. Maintenant, je calcule Bingo. plus, en fait. OK. Ouais. Il y a juste ma meilleure amie qui est médecin, elle m'a dit: «Bon Olivier, il faut que tu fasses attention, il faut quand même que tu aies assez de protéines, vu que tu fais quand même, du sport, 6 jours sur 7 et que tu as un boulot physique, il faut que tu manges de la protéine». Voilà et après donc pour revenir sur ce que tu me posais comme question avant, donc je pense que la première étape, c'est la nourriture parce que c'est notre quotidien quand on fait du sport. Donc c'est déjà, une très bonne chose de se poser, cette question: «Comment je peux améliorer ma nourriture et prendre soin de moi?» et donc je prends soin aussi après de l'environnement autour de moi et après, petit à petit, en fait, du coup, je pense que dans la démarche, elle peut être assez longue, mais on peut réfléchir après à nos produits textiles, parce qu'on en a beaucoup entendu parler avec la fast fashion justement. Et je pense qu'on l'a de plus en plus aussi dans le trail. Même après, du coup, effectivement, tous les cadeaux qu'on reçoit, nous, je sais pas dans la communauté effectivement du Québec et du Canada, comment ça se passe, mais c'est vrai que quand on fait des courses, nous, il y a toujours des cadeaux, type les t-shirts, les buffs autour du cou, les Ça, chaussettes. il y en a beaucoup moins ici. Je pense qu'il y a quand même un Ah beau bravo! travail qui est fait par les organisations ici de courses en sentier, particulièrement parce que les courses sur route, c'est un autre dossier, là. Oui, oui. Mais tu sais, nous, les courses entre elles, des t-shirts, si tu veux en acheter un, tu peux, mais ça vient pas d'office. Il y a pas de, tu sais, on pourrait dire que c'est rendu cheap Ah dans trop quelque bien. sorte parce qu'il y a pas de cadeau, mais je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de Ouais, pas avoir un tiroir plein de ouais. chandails de plastique qui vont finir par puer après 4 utilisations. Ah oui. C'est Puis des bofs à plus savoir quoi en faire. ah j'adore ce que tu dis, c'est trop bien. Parce Ben que, oui, je pense que oui. tu vois, vous êtes en avance, en fait, là-dessus. Parce que nous, non. Nous, c'est rare que tu, puisses dire à l'organisateur: «Je veux pas le t-shirt». Ah ouais, hein, t'as même pas le choix de le dire. Nous, on a le Ah choix de non? dire est-ce qu'on veut une médaille ou pas? Ah bah, non, mais non, en fait, non, nous, tu peux à l'inscription, en fait, tu peux pas le dire et ce qui fait que quand j'arrive, moi, au moment, en fait, de l'événement et je dis aux bénévoles: «Bah, non, je prends pas de t-shirt». Alors ils te regardent avec des yeux énormes: «Comment ça?» et à l'arrivée, pareil, tu leur dis: «Bah, non, j'ai pas besoin de médaille». Bah, c'est dommage parce qu'en fait, ils l'ont déjà produit de toute façon, donc ils vont le Ouais, jeter. c'est ça, tu sais, ben, le dégât, entre gros guillemets, il est fait quand même. Mais Il est ici, fait. en fait, on a beaucoup de courses qui vont donner des médailles en bois. Ouais, Ce qui est quand c'est même bien, hein. assez intéressant, qui peut avoir une double vie. Là, je pense à l'Ultra Trail d'Arcana, justement, qui mettent des aimants derrière leur Oui, médaille oui. pour mettre sur le frigo. Fait que comme ça, c'est pas un truc qui pend sur un crochet dans ta Ouais, chambre. c'est bien, ça te fait un magnète que tu mets au frigo, ouais. Ouais, 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 c'est ça. Ou ben le Québec Méga Trail, je sais pas si tu connais, eux, ils donnent des verres. À chaque ouais, année, c'est un verre. Fait que, tu sais, c'est des. ouais, Je trouve ça le fun parce que les organisations vont comme essayer de pousser euh, pour avoir des choses qui sont pas produites de façon industrielle. Mon ami Jeff des événements de Gaspésia, eux, ils font affaire avec des oui, artisans locaux pour produire des médailles oui, uniques oui, pour chaque des événements. Fait que, tu sais, ça devient une œuvre d'art en quelque sorte. C'est pas une médaille qui est produite en Chine, qui est livrée par bateau, oui, puis qui bah, va oui, avoir une empreinte écologique catastrophique au final. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses à faire. Puis, ouais. je pense que c'est à nous de faire des choix conséquents aussi en tant que consommateur, tu sais, de dire, ben, je vais opter pour des événements qui ont ces valeurs-là. Bah, oui, oui, je pense je suis d'accord, ouais, c'est vrai, tu as raison et puis c'est retrouver une certaine cohérence avec ce qu'on souhaite et avec notre sport, en fait. Mhm. Si tu veux être cohérent, donc du coup, avec ta manière de pratiquer ton sport et de courir, bah, je pense qu'en fait, c'est le faire simplement et s'éloigner justement bah, d'un côté un peu ostentatoire et d'un côté un petit peu consumériste où je vais faire cette épreuve juste pour avoir plein de cadeaux, pour avoir la médaille, pour avoir le t-shirt, et hem et je trouve être trailer aujourd'hui, c'est essayer de retrouver cette simplicité et de retourner en fait avec cette connexion assez simple
et quitte à avoir de l'artisanat local, comme tu dis, en fait, avec des cadeaux qui soient vraiment qui soient beaux, qui soient utiles, mais que ça serve et pas en fait du coup se retrouver comme un simple consommateur et je trouve que ça parasite un petit peu même en fait du coup le moment en fait que tu viens de passer. Tu viens de passer plusieurs heures à courir dans un milieu naturel incroyable, à l'écoute de ton propre corps, de tes sensations, à rencontrer des gens, à parler avec eux. Et puis paf, t'arrives à la fin et tiens, prends ton petit cadeau de consommateur et Bye. ça te replonge dans ta condition, quoi. C'est un peu Mhm. dur. Ouais. Non, Ouais, je comprends tout à fait. Fait que c'est sûr que ça, ouais, ça fait quand même réfléchir tout ça, mais je me rends compte on a une pratique ici qui est quand oui, même plus proche je pense que de ce que ça devrait être. Tu sais, je oui. sais pas si chez vous, des verres dans les courses, ça se donne encore. Nous ici, ça fait plusieurs années là, qu'il n'y a plus de verres dans les stations de ravitaillement, là. Bah, ils essayent. Ils te disent sur le règlement qu'il n'y aura pas de verres qui seront donnés. T'as une chance sur trois qu'il n'y ait pas de verre au ravitaillement. Il y en a en fait du coup encore, effectivement. Puis bah, du plastique jetable, hein. Mais je pense Ouais. que vous avez un rapport effectivement à la nature, en fait, à la préservation de l'environnement qui est plus exacerbé. Enfin, en tout cas, l'image que moi j'en ai, Ouais. qui est plus présent chez vous. Même si vous avez Mhm. des problèmes avec du pétrole, avec pas mal de choses. On a d'autres choses, là, mais. Voilà. Mais je pense que du coup, ouais, vous avez. Ça me fait penser en fait au livre de Gabriel Filtoshiba que j'avais lu en cabané, tu sais. C'est une autrice de chez vous. J'ai pas lu. Elle a très très bien marché en France ces derniers temps et elle a écrit des livres en fait justement sur la préservation de l'environnement au Canada. Donc hyper sympa. Et On a parlé oui, de pardon, excuse-moi. mission, on a parlé d'événements. Tantôt, tu nous as parlé d'équipement. Comment on peut savoir c'est Oui. quoi les valeurs environnementales d'une compagnie? Est-ce que vous avez vous des petites marques indépendantes qui font du textile ou c'est Qui beaucoup? font du textile? Ça, c'est Ouais. une bonne question. Regarde, je peux même pas répondre à ta question. Nous, je sais que je l'ai beaucoup vu en fait autour de chez moi là. Donc c'est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire donc ça prend Lyon et les Alpes avec Chamonix, avec justement la Savoie, la Haute-Savoie, ainsi de suite. J'ai vu qu'il y avait en fait à la fois des écoles déjà qui formaient des jeunes justement sur du matériel sportif éco-responsable. Et donc moi j'ai trouvé effectivement depuis 10 ans qu'il y a beaucoup de petites marques qui se lancent et qui produisent du coup du textile, donc matériel sportif type le t-shirt, le short, les chaussettes, Mhm. les sous-vêtements, les brassières pour les femmes aussi, même les vestes de manière éco-responsable. Donc en fait, ces marques, déjà, elles en parlent beaucoup. Elles font en fait des quantités plus limitées, où ils cherchent tous à produire quasiment à la demande, et donc pas faire un gros stock qu'ils essayent de vendre derrière. Souvent, ces marques, en fait, du coup, ils ont une matière première qui est vivante. Donc moi, mon ancien sponsor qui n'existe plus, ils ont dû fermer, mais c'était Nosk pour New Outdoor Sport Clothing. C'était en fait du ricin, c'est une plante. Ils récupéraient en fait du coup dans la graine une huile, de l'huile de ricin. D'ailleurs, ça se prend des fois aussi, je crois, en complément alimentaire si on va avoir les ongles plus durs ou les cheveux plus durs, ou plus beaux, plus doux, pas plus durs, sinon ça ferait bizarre. Et ils le polymérisent et ils en font en fait du coup un fil. Et après, avec ce fil, ils font des fibres textiles et ils font des t-shirts. Donc effectivement, tous mes t-shirts, même mes premières couches comme celle-ci, sont faites à base d'huile de ricin. Les Ah ouais, hein? chaussettes, pareil, tu vois. Et tout ça, c'était tissé au Portugal, donc dans un pays voisin, et pas en Chine. Voilà. Donc on a plusieurs marques comme ça en fait qui existent et qui montrent. Donc pour répondre à ta question, c'est de se dire bah, d'où vient la matière première sur mon textile, où il a été produit. Est-ce que du coup en fait il vient de mon continent ou est-ce qu'il vient d'un autre continent? Parce que bon, trouver à côté de chez soi, c'est pas évident non plus. Est-ce que du coup la marque qui le produit a justement en fait un fonctionnement qui est basé plus sur la demande que sur la quantité? Parce que typiquement, je sais pas s'il fonctionne comme ça, mais une grosse marque comme Salomon, j'imagine en fait que sur une base de 100 t-shirts, pour que ça coûte pas très cher, ils en produisent 100, mais en fait ils en vendent peut-être que 70 et que les 30 restants, qu'est-ce qu'ils deviennent? On ne sait pas.
Donc voilà, donc production en fait plutôt en petite quantité pour diminuer les stocks. Et après, en France, on appelle ça aussi d'ailleurs l'analyse du cycle de vie d'un produit. Je ne sais pas si c'est à peu près pareil pour chez vous, mais c'est de dire comment il est produit, comment en fait il est utilisé, et puis à la fin comment il est retransformé quand on peut plus l'utiliser. Voilà. Et donc c'est prendre ça en compte aussi. Mais vous avez une belle marque chez vous, c'est Patagonia qui fonctionne super bien maintenant comme ça, non? C'est possible, je Ou c'est t'avoue. américain? Ouais, c'est pas, c'est pas canadien. Puis tu sais, Ouais. on s'entend que le Canada, c'est très vaste là, comme Ah oui. pays. Là. Fait que tu sais, on n'a pas nécessairement, ben, pas qu'on n'a pas accès, là, tu sais, on peut le commander en ligne, mais tu sais, que je commande en ligne d'une compagnie de la Colombie-Britannique ou que je commande en ligne d'une compagnie de la Floride. Oui, c'est La Floride, kiff-kiff. c'est plus Ouais, c'est proche, là, pareil. tu sais. Ouais, Fait que c'est pas dans le même pays, mais on se comprend. Tu sais, on est quand même contraint à ça, mais ouais, c'est une bonne question au niveau vraiment du textile comme ouais, tel, parce que, tu sais, des petites compagnies locales, on en a quand même vraiment beaucoup. oui, Mais après, tu sais, c'est comment est-ce qu'ils vont choisir leur textile? Est-ce qu'ils vont le développer? Est-ce que c'est eux qui vont le produire? Tu sais, ça, c'est vraiment une bonne question. Puis c'est quand même des éléments qui sont importants à réfléchir. Mais en contrepartie, quand on va acheter ce genre de produit-là, on va avoir un coût qui est plus significatif ah oui, pour des raisons qui sont très évidentes. oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Mais par contre, des fois, ça peut être aussi des vêtements qui sont beaucoup plus durables. Les shorts que j'ai, moi, justement, en fait, de Pa- pa- Parlons-en de durabilité de l'huile de ricin. ouais, voilà, allons-y. Non, Et mais ça, ben, pour de vrai? tous les, heu, tous les textiles que j'ai de cette marque, ils sont encore tous, nickel. J'ai, des Ah ouais, shorts hein? ouais, j'ai des shorts avec lesquels j'ai couru, jusqu'à, je crois que maintenant peut-être 8 000 kilomètres, et qui sont quasiment intacts. J'ai juste dû recoller, c'était pas il y avait pas de couture, tu sais? C'était un système où c'était collé. Ouais. Puis, bah, à force, j'imagine, bah, soit à force de L'usure, là. friction ou de laver, ça s'est décollé. Donc j'ai acheté de la colle pour tissu, tac, j'ai recollé. Alors un peu à la sauvage, hein, parce que j'ai pas fait ça, précisément. Mais ils sont encore nickel et je cours encore avec. Alors qu'avant, effectivement, des shorts qui étaient, de grande distribution type, Decathlon, et ben, je crois qu'ils faisaient pas l'année. Ils faisaient pas l'année parce qu'ils se Ah ouais, déchiraient hein? très vite, en fait, à l'entrejambe. Et tous les t-shirts que j'ai aussi, ben, tu vois, il y en a plein, ils ont des milliers de kilomètres et ils ont aucun problème. Alors oui, par contre, ils puent un peu, au bout d'un moment. Bah, écoute, c'est comme ça. Ouais, ben souvent ben oui, il y a le tissu lui-même, mais c'est le déodorant aussi qu'on utilise qui vient bloquer les pores du tissu puis OK. OK. qui garde l'odeur. Moi, je travaille beaucoup avec, ben tu connais probablement la compagnie Icebreaker. Oui, de nom. Qui Oui. ont, qui ont des produits qui sont vraiment très intéressants à ce niveau-là. Tu sais, c'est une compagnie avec une empreinte environnementale qui est surprenamment très basse. Super. Même Ouais. si c'est une grosse compagnie, même s'ils font tisser leurs produits dans des usines, tu sais, style Chine, Pakistan, Ouais. ils ont ce qu'ils appellent, je pense, le manifeste. Un manifeste, ouais. Je me rappelle pas du nom exact qui donne à ça, mais tu peux aller sur leur site web puis tu as accès à ça OK. pour s'assurer que les animaux, parce que c'est tous des produits de laine de mérino, fait que tous les mérinos, Oui. en fait, sont en semi-liberté. Ils ont des ententes à long terme avec les producteurs, question de s'assurer du bien-être des animaux. Les usines avec lesquelles ils vont faire affaire s'assurent d'avoir des conditions de travail qui sont Oui. adéquates pour les différents employés. Puis justement, tu sais, mais admettons, moi je fais affaire avec eux pour Oui. des événements. Si je veux commander des t-shirts, c'est compliqué parce que les Ah oui. stocks sont limités. Fait que c'est Oui. parfois pas possible d'avoir 15 t-shirts pareils Ah bah, tu parce vois, c'est que super. dans l'inventaire, il y en a pas assez. Fait que, tu sais, Ouais. ça répond un peu à cette question-là. Oui. Puis là, on parle même pas de toutes les qualités exceptionnelles de la fibre de Mérino qui pue jamais. Oui. Ça, c'est Effectivement. très cool. C'est très, très cool. Mais bref, mais tu sais, c'est ça, c'est une compagnie qu'il faut que tu sois prête à acheter parce que un t-shirt comme ça vaut, tu sais, 100, 115, 120 $, tu sais. Oui. Mais
Mais je sais pas, tu sais, pour un produit comme ce que tu nous parlais tantôt, c'est des fibres qui sont pas recommandées d'être lavées à toutes les fois que tu les portes. Fait que, tu sais, ça devient intéressant quand, en plus, tu peux limiter Ah, le j'adore. lavage que tu vas faire, la libération de plastique dans l'eau, parce que ça, c'est une autre affaire auquel on ne pense pas. Mais quand on a des vêtements Oui, synthétiques, oui. chaque lavage va libérer des particules de plastique dans l'eau. Puis après Ouais, ça, ben, ça s'en va dans le nez des tortues, dans les océans. ouais, bah, t'es hyper au courant, t'es hyper sensibilisé, c'est chouette parce qu'il y a peu de gens qui le savent, hein, qu'effectivement, que toute la force, en fait, toute la friction, tous les lavages, ça accroche des microparticules de plastique, ça Mm. décroche des Ouais. microparticules de plastique et que ça pollue énormément. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, que moi, comme on disait tout à l'heure, mes t-shirts ils puent, bah, ça me dérange pas, c'est pas grave, je les remets même des fois deux, trois fois. Alors ils puent vraiment derrière après, mais c'est pas grave, je fais du sport, donc ça m'est égal, quoi. Il y a que quand vraiment je vais avec des copains ou sur une course où là je dis bon, je prends un t-shirt propre, ça ira mieux. Mais oui, oui, tu as tout à fait raison. Après, c'est vrai que, allez, si on voulait aller jusqu'au boutiste, si on voulait vraiment en fait avoir une pratique qui soit éco-responsable et qui ait aucun impact sur l'environnement, il faudrait pas la pratiquer non plus. Ou alors il faut courir même pieds nus parce que pareil, on court avec des chaussures avec des semelles en plastique, on laisse du plastique du coup par abrasion sur les cailloux. Il y a plein de choses comme ça. Mais l'idée, c'est en fait d'essayer de faire simple et du coup, en fait, de mettre un miroir en face de chacun et de se dire, bah, si vous voulez être cohérent, essayez de changer quelques petites choses et puis Ben, je ça ira. trouve ça intéressant que tu dises quelques petites choses parce que le but, c'est pas d'être moralisateur puis Non, de dire tu dois avoir une pratique de ton sport qui est irréprochable, mais ouais, en même temps, tu sais, il y a quand même moyen d'améliorer quelques petites affaires. Tu sais, je pense tu sais, aux compagnies de nutrition, tu sais, qui vont vendre des choses en vrac plutôt que oui, de vendre des petites barres individuelles. Tu as la oui, possibilité de les acheter individuelles, mais tu sais, avoir un gel qui est vendu en vrac, que tu vas oui, remplir oui, ta petite pochette, tu sais, ça, c'est quand même vraiment très intéressant. Tu sais, on en a des compagnies de chez nous qui font ça. Fait que, tu sais, oui, si tu n'as pas le temps de faire ta nutrition, moi, je pourrais pas, là, sinon, mais je courrais pas. Fait ouais. que, tu sais, en utilisant des choses qui vont répondre plus à ces besoins-là, qui vont limiter, si on veut, tu sais, les déchets qu'on va créer à toutes les barres qu'on va prendre, Ouais. ben, c'est Vous quand avez même un déjà choix la, qui est facile à faire. vous avez déjà la base de sirop d'érable? Oui, Arrête, ouais, ouais. trop bien. On a une compagnie ici qui s'appelle Brix qui produisent des gels à base de sirop d'érable. En fait, c'est du Waouh, sirop d'érable qui est pas ouais, bouilli à la même unité Brix que le sirop d'érable. Fait qu'ils vont mettre ça en sachet. Mario, il a développé, tu sais, un paquet de variations avec ça, soit oui. sirop d'érable, tu sais, pur ou bien avec des saveurs de, je pense, bleuet, framboise, gingembre, sel. Oh, ça me Fait donne que envie de goûter. Tu vois, alors que du coup, c'est j'en très, ai pas très pris bon. depuis très longtemps, mais ça donne envie de goûter. Mais c'en est un qui vend en vrac. Fait que tu peux OK, super. acheter une poche, puis tu remplis ta petite flasque, puis tu Ouais, pars avec ça, plutôt que d'avoir, tu sais, un petit sachet que tu prends, que tu roules, que tu gommes toutes tes affaires. Fait que, tu sais, ça oui, reste oui. que l'utilisation de ce produit-là, puis tu sais, je veux dire, c'est fait ici. Là. Fait Ah, que c'est parfait. c'est fait au Mont Yamaska, là, à 3 heures de chez nous, tu sais. Fait que pis c'est lui qui se lève, c'est lui puis sa blonde qui font ça, là. Fait que, tu sais, c'est quand même très Oui, intéressant tu sais, comme choix de produit plutôt que oui, d'utiliser des produits qui viennent d'ailleurs, qu'on va d'importer. Tu sais, je pense que c'est dans des petites affaires comme ça oui, qu'on peut faire une certaine différence. Puis après, tu sais, là, on n'a pas parlé de voyage, mais ça, mmh. c'est quand même quelque chose qui est quand même, je pense, prenant en frais Ah bah, d'emprunter oui, c'est des écologiques, tu sais, de prendre l'avion pour faire une course. Toi, oui. tu penses quoi de ça? Et bah, écoute, je l'ai beaucoup fait. Je l'ai énormément fait jusqu'à, effectivement 2020-2021, du coup, avec le Ouais, Maroc. ouais. Ouais, j'ai couru, bah, il y a juste, tu vois, l'Amérique du Nord, en fait, où je suis pas allé, où j'ai pas fait de trail, où j'ai pas couru. Parce que je suis allé un petit peu partout, justement, pour courir, au Costa Rica, au Pérou, au Japon, en Inde, bah, en Afrique, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, à La Réunion. Et j'ai fait, beaucoup de grandes courses qu'on connaît et et je crois qu'à l'époque, oui, je me posais pas du tout la question, en fait, sur cette empreinte, carbone du voyage. Je crois que si je me remémore bien, c'est quand
j'ai commencé à lire des articles sur, je crois que c'était le flight shaming qui avait lieu justement chez les gens du Nord, type Suède, Norvège, ainsi de suite. Et je me dis, ah oui, c'est intéressant. Et, donc, après les années 2020, donc ça fait 5 ans, 2021, ça fait 4 ans qu'effectivement, j'ai pas pris l'avion. Donc Ah déjà, ouais, hein? ouais, déjà, effectivement, il y a le fait de prendre l'avion, vu que c'est un impact carbone énorme. Mais de la même manière, après, sur en fait, une pratique du quotidien, on a souvent l'impression que pour préparer en fait du coup un grand événement, notamment par exemple, je vais prendre l'exemple ici en France comme l'UTMB, tous les copains et les copines qui préparent l'UTMB, ben, en fait, on leur met dans la tête que il faut aller faire des week-ends en fait en montagne pour se préparer, se former. Donc du coup, il faut reprendre la voiture pour faire plusieurs heures de route, pour aller courir, pour revenir, ainsi de suite. Alors que moi, j'ai réussi, et je suis pas le seul bien sûr, à faire en fait du coup des préparations de grandes courses, mais autour de chez moi, dans mon milieu. Ouais. Donc, la plupart de mes entraînements, en fait, je prends pas du tout de moyens carbonés pour rejoindre le lieu de départ. Je profite beaucoup en fait du coup de mes déplacements où des fois, tu vois, on est sur le retour et je dis à ma blonde, eh ben lâche-moi là, tac, et je rentre en courant et je fais, et je fais la fin en courant, des choses comme ça. Alors des fois, elle me dit, mais tu sais combien il y a de kilomètres? Je fais, non, on verra. Et Ça, c'est quand même bon, ça. ouais. Mais par contre, à l'opposé, là, ce qui m'horripile le plus en ce moment, moi, c'est chaque année les gens qui veulent faire les 7 majeurs, tu sais, les 7 marathons en fait, du coup, bah, on va dire 7 continents, même s'il y en a que 5, mais qui veulent tout faire les 7 majeurs en fait dans la même année. Et alors ça me ça m'irrisse le poil comme on dit. Je sais pas si c'est la même expression chez vous, mais à chaque fois ça me met hors de moi en fait. J'aime On pas du tout ça. l'utilise pas, mais on la comprend. Voilà. Tu dirais comment? Ben, ça m'écoeure. Allez, ça m'écoeure. Ouais, ouais, Ça ouais, ouais. ouais, ça m'écoeure. C'est une mentalité en fait où là je trouve qu'on est vraiment en fait d'une ancienne époque et qu'on peut Ouais. plus faire ça maintenant. Là par contre, là pour ça, je veux bien être mon réalisateur et dire: «Non, stop». Là, tu pourrais te permettre de juger, là. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Ben, Donc puis tu voilà. sais, on a quand même, en tout cas, de votre territoire, il est quand même pas si grand, puis vous avez beaucoup d'événements Ah oui, proches. Fait que, tu sais, c'est oui, quand même le fun pour pouvoir explorer, parce que, tu sais, la France, en frais de kilomètres carrés, c'est à peu près grand comme le Québec, mettons, là. oui, oui, c'est petit, ouais. Fait que, tu sais, on se comprend que on a quand même. Puis ici, je veux dire, il y a jamais autant d'événements que chez vous, mais tu sais, le sport s'est énormément développé, puis on a tellement de belles choses à voir puis Oui, à faire dans notre province où, tu sais, à distance raisonnable dans voiture pour dire quelque chose, parce que, tu sais, on peut partager la route, on peut utiliser parfois certains moyens de transport en commun, comme le train ou l'autobus ou peu importe, là, voilà, oui, les bateaux ici, on les utilise pas vraiment, à part pour traverser d'un point A à un point B, là, ouais, ouais, mais c'est jamais là que tu vas. C'est jamais là que t'es, puis c'est jamais là que tu vas. Fait que c'est un oui, intermédiaire, mais tu sais, on se comprend que il y a quand même moyen de faire quelque chose qui est intéressant avec une empreinte carbone qui est plus limitée, là. oui. Donc effectivement, il faut réfléchir en fait à essayer d'utiliser les modes de transport en fait en commun pour, faire du covoiturage, prendre, effectivement des bus, prendre des trains, éviter l'avion en fait le plus possible et après, bah, privilégier des événements en fait qui se passent à proximité de chez soi. Ou alors on peut se trouver des prétextes en fait quand il y a des voyages, des vacances, où là on est, souvent un petit peu plus loin, on n'est pas chez soi, pour avoir des événements aussi à proximité. Mais, il y a maintenant on peut plus du coup je pense faire abstraction que prendre sa voiture seule ou, prendre l'avion et ben, ça a un gros impact en fait sur l'environnement en termes de quantité de carbone et de pollution et donc il faut, plutôt retourner sur un côté social et partager en fait les modes de déplacement. Et souvent, il y a des courses qui commencent aussi en fait à le mettre en place. Il y a des courses, nous on a un regroupement de courses qui s'appelle Trail by Train Tour, où en fait, ouais, et donc entre la Belgique, la Suisse, l'Italie, la France, je suis pas sûr pour l'Espagne, peut-être qu'il y en a une, où c'est que des courses. Donc c'est un challenge à la fin, en plus, tu as un classement en fait sur toutes ces courses-là. C'est que des courses où tu peux rejoindre le départ en En train. train. C'est donc ben hot. Voilà. C'est donc ben hot. Ouais, ouais. Ouais, nous ici, le système de train est peut-être pas encore assez au point pour faire ça, mais Oui, c'est quand même assez intéressant, tu sais, pour pouvoir faire des courses qui sont proches, pas proches. oui.
mais qui te permettent quand même, tu sais, de voir du pays tout en limitant l'impact que tu peux avoir là, d'un point de vue carbone. Là. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est le transport, en fait, vu que tu posais la question, c'est effectivement, ça fait partie, en fait, de la démarche éco-responsable pour pratiquer son sport de manière plus sobre, plus simple. Mais en fait, c'est le quotidien, c'est notre quotidien tout le temps aussi, hein, de se poser ces questions-là, au final. Ça ferait bien de le faire, en fait. Si on le fait pas, là, Oui. ça ferait bien de le faire. Y a-t-il autre chose auquel tu penses qu'on n'a pas parlé qui serait intéressant d'aborder? Tu sais, on a parlé tu sais, de voyage, d'équipement, de nutrition. J'avais vu sur tes trucs que tu parlais d'environnement numérique. Oui, effectivement. Alors, on appelle ça maintenant la sobriété numérique aussi. OK, c'est quoi ça? Eh ben, c'est avoir une consommation aussi numérique, en fait, qui soit plus allégée, plus faible. Tu vois, typiquement, moi, j'ai plus de montre d'ailleurs. J'ai plus de OK. montre connectée. Mhm. Je cours sans montre là depuis presque, alors attends, on est en avril? Bah 8 mois, en fait. Parce que j'utilisais Strava, je pense comme beaucoup de monde. Et puis Ouais. au bout d'un moment, je me suis dit en fait ça sert à rien que j'envoie mes données en fait sur Strava parce que de toute façon, je regarde pas ce que font les autres et je regarde pas trop mes statistiques. Donc ça a juste commencé comme ça, de manière assez simple. Je me suis dit faut que je me déconnecte, faut que j'arrête de dire à ma montre d'envoyer automatiquement mes données. Et c'est après, en réfléchissant, je me suis dit: «Ah bah, en plus, c'est pas mal parce que, effectivement, ça me permet de pas envoyer encore des données en plus qui sont encore stockées quelque part, qui sont accessibles de partout dans le monde, où que je sois et qui créent enfin qui dépensent de l'énergie, seconde après seconde, pour que je puisse avoir ce confort d'accès à mes données partout dans le monde, n'importe quand et n'importe quand». Et tu vois, j'ai fait un petit peu, en fait, un fonctionnement inverse. C'est parce que j'ai arrêté qu'après je me suis dit: «Ah bah, c'est une bonne chose que j'ai arrêté». Je l'ai pas fait de base en me disant: «Il faut que tu arrêtes parce que tu es en train de pourrir, le monde avec tes données numériques». Hey, ça, De c'est quand même quelque chose auquel j'ai jamais pensé. Ouais, ça va un petit peu plus loin. C'est parce qu'en fait, j'ai décortiqué au fur et à mesure et c'est que en lisant, en fait, des articles après, ça me permet de trouver des petits axes d'amélioration et tu vois, des pistes, en fait. Parce que ça m'intéresse toujours aussi de se dire: «Comment je peux faire en sorte d'avoir le moins d'impact possible?» Et j'en ai toujours, hein. Ça m'arrive de faire des impairs comme tout le monde. Mais l'idée, c'est d'avoir un comportement, en fait, du coup, plus général, plus apaisé pour moi et plus apaisé pour l'environnement. Et donc la Mhm. sobriété numérique, ça passe aussi par, bah, moins en fait poster sur les réseaux, ça passe aussi par, bah, ne pas envoyer toutes ces données effectivement sur, les serveurs avec, avec les montres connectées, avec, enfin qu'on connecte, je veux dire pendant notre effort, Ouais. mais aussi pendant, enfin tout le temps. Tu vois? Avant j'avais une Coros, elle te prend toutes tes données pendant que tu dors, elle te prend tes données pendant que tu marches toute la journée et elle les envoie sur les sites Coros pour actualiser ta journée et regarder tout ce que tu as fait. Voilà. Alors après, là où il y a un impair effectivement, par exemple, c'est que pour pouvoir parler de l'éco-responsabilité et pour pouvoir faire en sorte que du coup les gens en fait en entendent parler, bah, qu'est-ce que j'utilise? Et ben Instagram. Ouais. Voilà, ou un Ouais. média, un podcast comme ça. Il faut bien en parler. Il faut bien en parler, il faut bien que des gens nous écoutent et donc il faut bien en fait faire avec les moyens qu'on a actuellement. Ouais. Mais tu Ouais, sais, comme on l'a dit tantôt, le but, c'est pas oui, nécessairement de viser la perfection, même pour le gars qui a écrit le livre, là. oui, Parce que malheureusement, ben, c'est ça la vie, tu sais, c'est l'environnement dans lequel on évolue, donc tu sais, ça voilà. serait de se mettre la tête dans le sable en titi, de se dire, ben, retourne dans ta grotte, puis arrête d'utiliser ton téléphone, arrête d'utiliser Eh oui, les réseaux sociaux, les produits qui sont industrialisés, je veux dire, c'est ouais. possible, pas possible. Non, non, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font et qui vivent en fait en autarcie, en Gaspésie et qu'on voit jamais, mais sauf Ah, que la du coup on sait pas Gaspésie, ce qu'ils c'est pas font. si loin que ça, là! En fait, j'ai dit ça parce que c'est le seul nom de région que je connais. Je pouvais pas C'est t'en vrai dire d'autres. C'est vrai qu'il y a des gens qui restent loin, par exemple, dans la Gaspésie, mais tu sais, c'est quand même, là. Ces OK, gens-là, ils ont l'électricité et Internet aussi, là. OK. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, je pense que ça peut ouvrir beaucoup de discussions. Oui. Puis, j'ai validé, là, ton livre est disponible ici au Québec. Il est Ah, disponible trop bien. chez Renaud Bré. Moi, je vais mettre ça. En fait, je le mettrai pas dans mon panier. Je vais aller le chercher quand je vais aller en ville. Là. OK, super. Non, mais Tu as bien hein? raison. Quand Tu même, peux on y aller fera en pas. courant peut-être aussi.
C'est loin? Je peux, mais c'est un projet de journée d'aller chercher un livre. D'accord. Parce que moi, je D'accord, demeure quand d'accord. même loin. Mais bon, regarde. Mais ouais, c'est disponible ici. Fait que si jamais ça vous a donné envie tu sais, d'ouvrir vos horizons par rapport à ça, d'avoir des solutions, d'amener Ouais. de justement une certaine de réflexion peut-être un petit peu plus individuelle par rapport à ça, je pense que ton livre, là, c'est un bon moteur pour tout ça. Merci énormément pour ton temps. Là. Écoute, tes enfants Je t'en t'attendent, prie. sont probablement réveillés. Exactement. Puis là, la nounou sera pas contente parce que je t'ai gardé plus longtemps Oui. que ce qu'on avait planifié. Mais écoute, c'était vraiment une belle discussion. Merci beaucoup Oui. pour ton temps. Merci Puis à toi. en espérant avoir la chance de se croiser à un moment donné puis de discuter de tout ça de vive voix, mais malheureusement, ça va prendre un moyen de transport Ah oui, mais bon, carbonisé. comme on vit pas dans une grotte, on sait jamais. On sait jamais, Non, ben effectivement. non, c'est ça. Puis tu sais, Ouais. pour revenir sur l'histoire de voyage, moi, je Oui, voyage une fois par année. Tu sais, oui. je me permets ça quand même parce que j'ai pas le goût Oui, de bien rester sûr. dans une grotte. Oui. En tout cas, merci énormément pour cette discussion et c'est vrai que je serais ravi qu'on puisse continuer à discuter de tout ça donc Mm, mm. soit en one to one, par message ou soit effectivement un autre épisode avec plaisir. Parfait. Ben merci Ouais. Olivier. Merci beaucoup tout le monde pour l'écoute. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Tout Trail. Ciao tout le monde!